Stacy travaille à la formation continue depuis plusieurs années et elle est maintenant chargée de cours et doctorante en communication et on a le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle est également diplômée d'un baccalauréat en communication et relations humaines et d'une maîtrise en communication internationale et interculturelle de l'UQAM. Stacy, à quoi t'intéresses-tu particulièrement? Mais, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Qu'est-ce que je m'intéresse particulièrement et qu'est-ce que j'étudie dans le cadre de ma thèse? C'est vraiment les pratiques communicationnelles de conscientisation en organisation. Donc, c'est beaucoup de gros mots, mais qu'est-ce que je veux vraiment savoir? C'est qu'on parle d'enjeux systémiques, qu'on parle de barrières, qu'on parle d'inclusion, de diversité, d'équité dans les chances, il y a sur certaines choses dans une organisation qu'on doit mettre en place et mettre en branle. Et quand je parle de pratiques communicationnelles, c'est, OK, comment on doit parler, comment on doit adresser les choses pour qu'il y ait une prise de conscience, une conscientisation qui soit faite et qu'on peut amener un changement, donc intervenir sur les besoins précis de l'organisation, des employés, de la clientèle et autres. Donc, c'est qu'est-ce que je m'intéresse particulièrement et je suis aussi conseillère en inclusion et diversité dans une organisation financière. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'inclusion, tout ce qui touche à la diversité, mais ça reste un sujet très complexe. Donc, je suis contente de pouvoir démystifier ça ensemble aujourd'hui. Donc, poser des Oui, questions. donc merci pour cette introduction. Donc oui, j'ai des questions pour toi. Pourquoi les organisations devraient-elles mettre en place un programme d'inclusion et de diversité, justement? Clairement, je ne peux pas être là puis juste vendre la salade, mais en même temps, c'est de réaliser l'importance et l'impact que ça va avoir. On l'a dit un peu plus tôt, l'objectif, c'est de créer cet environnement-là inclusif où tous les gens sont traités de manière équitable et ont accès aux mêmes possibilités. Tout à l'heure, on pourra parler un peu plus de c'est quoi ces avantages-là, de pouvoir s'intéresser à la diversité, de valoriser la diversité, mais premièrement, pourquoi on devrait être des organisations qui décident d'investir dans une culture inclusive, c'est premièrement à ce niveau-là éthique. Et vous allez voir, il y a différents enjeux, il y a beaucoup de débats sur le sujet de pourquoi on devrait s'intéresser à certaines choses, pourquoi on doit mettre de l'avant, avoir une représentation. Et il y a beaucoup de débats où le monde ne sont pas nécessairement d'accord. Mais avant tout, en tant qu'organisation, je pense qu'on a un devoir éthique, malgré le fait qu'on évolue dans quand même un système capitaliste, qu'on veut des profits, puis on va penser à certaines choses, mais on évolue aussi dans une société qui a des personnes qui doivent être mises de l'avant, valorisées, qui vont vivre des barrières, qui ont un contexte différent. Et c'est important de pouvoir être en mesure d'assurer un développement équitable de chaque personne qui vont graviter autour de notre organisation. Donc, pour la raison première, pourquoi on devrait investir là-dessus, c'est pour créer cette culture-là inclusive, c'est pour créer cet espace-là où notre organisation, le monde sont valorisés, ils sont pris au niveau de leur plein potentiel, on peut les amener à leur plein potentiel et s'assurer que ce soit équitable pour chaque personne. Quels sont les avantages justement pour les organisations? Donc là, on a dit pourquoi elles devraient mettre en place un programme, mais c'est quoi les avantages de le mettre en place, ce programme-là? Mais premièrement, on le voit dans la littérature et autres, valoriser la diversité, avoir des équipes qui sont plus diversifiées et pas nécessairement homogènes, va amener beaucoup de plus dans l'organisation. Tout d'abord, on va avoir les chiffres disent qu'il y a 57 plus d'une meilleure collaboration d'équipe, plus de 19 de rétention, environ une moyenne de 45 de plus probable d'améliorer leur part de marché, plus de chances 70 plus de chances de réussir dans des nouveaux marchés. Donc, il y a quand même un avantage au point de vue de la performance de l'organisation, au point de vue de la rentabilité de l'organisation, du travail d'équipe. Donc, ça, c'est des choses qui sont quand même considérables. Puis c'est ressorti dans la littérature. Au niveau de l'innovation, de la créativité, l'ouverture d'esprit, l'amélioration des résolutions de problèmes que je mentionnais tout à l'heure, l'augmentation de la performance, la gestion des risques. Quand on est une organisation diversifiée avec des backgrounds diversifiés, on est capable d'avoir une gestion des risques beaucoup plus large, voir les angles morts, puis ça peut vraiment aider justement dans toute la gestion de l'entreprise. Fait que justement, cette capacité-là à couvrir les angles morts, avoir des conflits reliés à la tâche, je parle rapidement, mais quand on est dans une équipe de travail, si on a des conflits personnels, c'est très nocif pour l'organisation, puis pour le travail, puis la performance. Mais quand on a des conflits reliés à la tâche, on est capable de se challenger, s'amener des défis, ça augmente considérablement la performance. Et quand on a des personnes de backgrounds différents, de pensées différentes, des personnes qui sont plus un groupe pas homogène, mais plus hétérogène, ça permet d'avoir justement tout cet angle mort-là, puis
avoir plus de confrontation pour amener un produit, un rendement meilleur à la fin. Ça amène aussi, puis il y a un danger, c'est un avantage, mais c'est un très grand danger parce que si c'est ça l'objectif, il y a beaucoup d'organisations, je vous explique c'est quoi je fais la préparation avant de rentrer dans c'est quoi le sujet, mais tu sais, il y a des organisations qui vont juste faire l'image sociale, mettre de l'avant une image sociale, puis c'est avantageux, tu sais, ça peut faire de la vente, le monde pense qu'on est. On est diversifié, ils pensent qu'on est inclusif, mais si réellement au sein de l'organisation, l'objectif premier n'est pas réellement d'être inclusif, l'image sociale, ça peut vraiment amener beaucoup de critiques. Donc oui, c'est un avantage qu'on s'intéresse à l'inclusion et à la diversité, d'avoir une certaine image sociale. Je pense maintenant encore plus de nos jours, la société, quand on vend des produits aussi, on peut choisir à qui on veut acheter nos produits. Fait que il y a une génération qui décide d'aller investir son dollar, investir ses sous dans des organisations qui ont des valeurs aussi qui leur ressemblent. Donc, c'est sûr et certain de pouvoir montrer nos valeurs à travers notre image sociale, ça va aider. Mais si on prend ça comme juste, je ne crois pas vraiment à certaines causes, mais je décide d'afficher dans le mois, un drapeau, quoi que ce soit, ou dépenser, ça peut être nocif. Donc, c'est un avantage, mais il faut faire attention que ça ne soit pas juste une stratégie marketing, mais que ça soit vraiment sincère dans ce qu'on est en train d'amener. D'autres avantages, c'est le bien-être. Si on est capable d'être nous-mêmes, si les membres du personnel sont capables d'être eux-mêmes quand ils arrivent à l'organisation, qu'ils sont acceptés et valorisés dans qui ils sont, ils vont avoir beaucoup plus de bien-être, ils vont avoir des meilleures relations humaines. Donc, c'est tous des avantages qui vont venir mettre de l'avant l'importance de développer des organisations inclusives et diversifiées. Stacy, pourquoi c'est si important de s'adapter à la réalité du marché? On a remarqué que les enjeux de diversité et d'inclusion sont vraiment importants, sont d'autant plus importants qu'ils concernent autant le personnel des organisations que la clientèle. Oui, mais c'est sûr et certain que quand on a une organisation, clairement, il y a le fondement, la vision de qu'est-ce qu'on va aller amener. Puis dans ça, on va devoir travailler sur le système. Est-ce que notre recrutement est inclusif? Est-ce que il y a plein de petits éléments au niveau de l'organisation et de la gestion qu'on va devoir réfléchir. Mais après, ça découle sur notre personnel et ça découle sur notre clientèle. Donc là, maintenant, je ne sais pas si tout le monde est confortable avec les thèmes, exemple ESG, tout ce qui est développement durable. Toutes ces notions de développement, est-ce que au niveau de la gouvernance, l'environnement, le social, c'est quoi les positions organisationnelles? Ça va jouer énormément, beaucoup. Encore une fois, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a des générations maintenant, la plus jeune génération et même d'autres personnes, on est un peu plus sensibilisés aussi dans la société où on ne va pas nécessairement investir ou aller dans une organisation si elle ne partage pas les mêmes valeurs que nous. Donc ça aussi, ça va jouer beaucoup. Et dans c'était un des éléments, là, être un employeur de choix avec la pénurie de main-d'œuvre, ça joue beaucoup. Présentement, on est en train de vivre une grande pénurie de main-d'œuvre. Si on n'est pas capable de s'assurer d'avoir des employés déjà qui sont là, qui sont bien où ils sont, qui sont capables d'être eux-mêmes, qui peuvent être plus performants parce qu'ils travaillent mieux en équipe. Fait que les équiper pour pouvoir les donner les outils pour permettre à ce que des situations de micro-agression au travail qui peuvent devenir lourdes, amener certains enjeux, mais on peut essayer de les atténuer et répondre à ces enjeux-là précis au sein des organisations. Ça permet d'avoir une meilleure intention puis de faire face justement à ces enjeux-là de société. Après, si on veut essayer d'attirer du nouveau monde, il y a des personnes qui ne vont pas aller travailler dans une organisation qui ne leur ressemble pas ou dans lesquelles ils ne vont pas se sentir bien. C'est tous des enjeux qui permettent vraiment de réaliser si on veut être compétitif, si on veut aussi juste faire face à la situation qui se passe, qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre ou juste les enjeux de société, il faut que l'organisation, sans nécessairement, si on ne parle pas de politique là-dedans, mais être capable de prendre une position pour s'assurer qu'il y a une gestion de cette diversité-là puis de l'inclusion, sachant que la diversité peut aussi amener des enjeux. Des fois, des problèmes de communication interculturelle, des problèmes on ne se comprend pas, on vient de deux backgrounds, d'arrière-plans différents. Tout ça, ça peut amener des enjeux. Donc, on doit travailler à être intentionnel, à créer un environnement inclusif où les gens sont sensibilisés, ils prennent conscience des avantages de cette valorisation. Puis après, ça va nous permettre d'avoir ces avantages-là que j'avais nommés plus tôt. Au niveau du marché, puis comment on va développer, je pense qu'il y a des éléments qu'on doit vraiment essayer de travailler au sein de notre personnel.
OK? Il y a des situations vécues et dans le cadre de mon travail, dans le cadre de ma thèse, dans le cadre, j'ai la chance aussi d'enseigner à plusieurs groupes où j'entends des expériences vécues et tout. Présentement, ça reste que la loi d'équité en emploi va être aussi beaucoup une motivation pour plusieurs organisations de mettre en place des programmes. Est-ce que de faire qu'est-ce que le gouvernement nous demande, c'est assez? Moi, je dis que c'est un début. Mais après, on va devoir développer parce qu'il y a des impacts plus grands, puis il y a des attentes aussi plus grandes. Tout dépendant où on se situe, que ce soit à Montréal, un peu plus dans la plus grande région, ailleurs au Québec, il va y avoir des enjeux différents. Puis je pense qu'il faut que chaque organisation soit capable, pas de prendre un programme, juste le répéter, si je peux dire, mais il faut qu'ils puissent prendre en considération leur contexte, leur situation, pour pouvoir développer quelque chose qui les ressemble, selon leurs valeurs, mais selon aussi leur contexte. C'est qui mes employés, c'est mon personnel, c'est qui ma clientèle, comment je peux m'assurer que c'est vraiment équitable dans qu'est-ce que je fais. Donc, il y a beaucoup de réflexions et de questions de quand on veut partir un programme d'inclusion et de diversité, c'est pas quelque chose qu'on va juste répéter. OK, je vais faire 2, 3 formations là-dessus, je vais faire ça. Non, tu sais, c'est plus profond que ça. Donc, c'est de faire une analyse complète, un audit de notre organisation, comprendre c'est quoi les enjeux, comprendre c'est quoi les situations qui sortent plus. Peut-être qu'il y a des très bonnes relations, puis au niveau des membres du personnel, vous avez déjà quelque chose de très solide. Vous ne le savez pas, vous avez quelque chose de solide, mais il est déjà là. Et des fois, c'est OK, il faut qu'on travaille vraiment sur la clientèle. Bref, il va vraiment falloir que chaque personne puisse développer, analyser vraiment son organisation et développer un programme qui permet de, oui, suivre les recommandations des gouvernements, aller rechercher justement ces avantages qu'on veut avoir là de l'inclusion et la diversité, mais en premier, de s'assurer d'être proche de leur réalité organisationnelle et non pas de copier-coller qu'est-ce qui peut être fait ailleurs. Donc, je vois une première question. Comment développer un programme d'inclusion et de diversité dans une municipalité? Alors, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, mais on va faire un peu le même principe quand on sépare les parties prenantes. Donc, OK, on va premièrement travailler au sein de l'organisation même. Donc, qui travaille pour la municipalité. Donc, tous les membres du personnel de la municipalité. Il va falloir réfléchir à un programme qui est par rapport à ce groupe-ci. Par réfléchir au système, que ce soit le recrutement, que ce soit les discours. Là, on parle beaucoup d'écriture épicène. Bon, est-ce que nos textes sont inclusifs? Est-ce qu'on fait une publication d'un offre d'emploi assez inclusif? Donc, réfléchir cette sphère-là. Puis après, on va devoir réfléchir la sphère clientèle. OK. Toutes les personnes qu'on sert, comment on fait pour qu'ils puissent se sentir inclusifs? Ça a l'air aussi simple que changer notre plateforme pour qu'on puisse rajouter le pronom que la personne veut être servie, qu'on puisse rajouter une identification qui peut permettre à la personne d'avoir un meilleur service. Donc, c'est vraiment réfléchir à toutes ces étapes-là, selon les parties prenantes, à comment on peut s'assurer d'être inclusif. Donc, c'est un peu la même chose dans une organisation, c'est juste que c'est à plus grande ampleur, un plus gros déploiement, beaucoup plus de personnes aussi qui doivent se concentrer à y travailler, mais ça reste quand même sensiblement les mêmes groupes qu'on va devoir séparer et après faire ce travail-là de recherche, de collecte de données, de comprendre la réalité, de comprendre les enjeux et de ressortir, OK, c'est quoi les attentes, puis c'est quoi aussi je pense réfléchir, c'est quelle action qu'on peut prendre avec moins d'efforts, mais qui a un plus grand impact. Des fois, c'est commencer avec ça, parce que c'est un travail continuel. Il va toujours avoir des choses à faire. Donc, comment on peut sélectionner tout ce qu'on pourrait faire, puis commencer, OK, ça, c'est moins d'efforts, mais ça va avoir un grand impact. OK, ça, c'est beaucoup d'efforts, mais ça va avoir un très grand impact. On se fait un calendrier d'intervention, un calendrier de formation, de sensibilisation, tous les éléments qui doivent être mis en place pour pouvoir amener ce changement-là. Mais clairement, ça, au sein des formations sur mesure, ça peut vraiment aider à répondre un peu plus à cette question-là. Et aussi, même la formation publique, on va un peu plus en profondeur que j'ai très peu de temps présentement pour répondre en profondeur. Stécie, j'ai une autre question. Quelle est la différence entre la discrimination positive et l'équité? Alors, roulement de tambour, on n'utilise pas la discrimination positive. Ça n'existe pas. C'est pas de la discrimination positive. C'est vraiment de l'équité. Et pourquoi c'est de l'équité? C'est qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est qu'il y a des barrières
qui fait en sorte que c'est pas égal pour chaque personne. C'est quand on met des mesures d'égalité qu'on fait, c'est la même règle pour tout le monde, c'est on fait fi des réalités de société qui fait en sorte qu'on sait que c'est pas la même situation. Une femme, un homme n'ont pas les mêmes chances, malheureusement, même si on travaille, on avance par rapport à ça, mais c'est pas la même réalité. Fait que dire, par exemple, qu'on fait un programme de sponsorship pour pouvoir permettre aux femmes d'avoir une plus grande développer leur réseau, c'est leur donner, s'assurer qu'ils puissent avoir une chance égale avec, exemple, avec les hommes. Donc, c'est la même chose. Des personnes issus des communautés racialisées qui vont vivre des enjeux différents au travail, qui vont vivre des microagressions, peu importe, c'est pas la même réalité. Donc, dire que c'est de la discrimination positive, c'est un peu prendre un terme avec une très marquée, qui a une définition très précise, puis dire oui, c'est pour être positif. C'est pas une discrimination positive. C'est vraiment juste des mesures d'équité pour s'assurer que tout le monde puisse avoir les chances d'atteindre leur plein potentiel et se développer au sein de l'organisation. Alors, comment présenter des projets aux organisations afin qu'elles puissent s'impliquer au sein de ces organisations? Alors, comment présenter un projet plus d'inclusion et de diversité pour que l'organisation puisse vouloir s'impliquer? Est-ce que c'est un peu ça la question? OK. Alors, donc clairement, je pense que tout dépendant de l'organisation, avoir des membres du personnel qui décident de mettre de l'avant, c'est important, de créer des groupes ressources employés, de dire, nous, on veut mettre sur pied des ateliers ou on va aider à faire le CV ou peu importe, mettre des initiatives d'un groupe d'employés, ça peut toujours être une bonne porte d'entrée. Donc, si vous êtes dans une organisation, vous dites, j'ai pas de pouvoir exécutif et décisionnel, allez parler à vos gestionnaires. Est-ce que ce serait mesure qu'on crée un groupe ressources employées, qu'on puisse travailler sur des enjeux justement d'inclusion et de diversité à l'intérieur de l'organisation? C'est rare qu'un employeur va dire non parce qu'il y a un bénéfice pour eux. Et je crois que la meilleure façon de les convaincre, c'est de leur expliquer puis de mettre de l'avant cette valorisation-là de la diversité puis de l'impact que ça peut avoir pour l'organisation. C'est un petit peu vendeur, mais ça aide tout le temps à peut-être ouvrir les yeux de OK, peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et c'est très bien répertorié dans la littérature.